Bonsoir à vous et bienvenue dans Mise au point version été sur le toit de la tour télé à quelques 60 mètres de hauteur. Voici le programme de ce 3 août. L'épizootie de dermatose bovine à nos frontières et les mesures urgentes en Suisse pour protéger les troupeaux. Le virus qui ne touche pas l'homme est très contagieux pour les vaches. Pour quelques bêtes malades, des centaines d'entre elles ont été abattues en Savoie et Haute-Savoie. Nous verrons le désarroi des éleveurs. Reportage. Le virus est transmis aux bovins par des insectes piqueurs et il est extrêmement contagieux. Décelé il y a seulement 6 semaines pour la première fois en Italie puis en France, il menace l'entièreté du cheptel selon les autorités françaises qui ont décrété l'abattage des troupeaux touchés. C'est un choc énorme pour les éleveurs et une vaccination d'urgence a été décrétée en Suisse pour les vaches des cantons limitrophes. Un reportage de David Nicole avec attention des images parfois difficiles. Après le canton de Genève et la région de Terre-Sainte dans le canton de Vaud, le Valais est entré en zone de surveillance. La situation en France a de quoi inquiéter. Pour prévenir une propagation du virus, près de 2000 vaches ont été abattues. Un cauchemar pour les éleveurs. Je pense que ça a dû être terrible. J'aurais pas voulu être à leur place en tout cas. Si ça arriverait avec moi, là, je suis déjà pris au coup maintenant avec ça. Je sais pas comment je réagirais, quoi. Parce que c'est un travail de toute une vie. La menace qui pèse sur les agriculteurs, c'est la dermatose nodulaire, un virus qui n'existait pas en Europe de l'Ouest il y a encore quelques semaines. La maladie se transmet par les piqûres de mouches ou de tampes. Hautement contagieuse, elle provoque des lésions importantes. Elle est mortelle dans 5 à 10% des cas. Sans danger pour la santé humaine, elle a de lourdes conséquences pour les éleveurs. Si un cas est déclaré, c'est tout le troupeau qui doit être mis à mort. Parce qu'on est dans une période où on refonde. On est en train de réinventer un modèle. C'est plus dur de le réinventer quand tout n'a pas été détruit. C'est sur la commune d'Entrelacs, près d'Aix-les-Bains, que tout a commencé. Un premier cas a été détecté le 29 juin dernier. Malgré des mesures de protection, les exploitations voisines sont rapidement contaminées. Cette ferme, c'est celle de la famille Duchesne, établie ici depuis 5 générations. Il y a quelques jours, une de leurs vaches laitières contracte la dermatose. La sentence tombe, le troupeau va être mis à mort. Soutenu par un syndicat agricole et des collègues venus de toute la région, Pierre-Jean Duchesne a tenté de s'opposer à la décision. Pendant plusieurs jours, il empêche les autorités d'accéder à sa ferme. Mercredi dernier, et se relaie jour et nuit pour soutenir Pierre-Jean Duchesne, l'éleveur qui refuse l'abattage de ses 120 vaches. 2 cas de dermatose nodulaire contagieuse ont été confirmés dans son élevage. Les 2 bêtes euthanasiées pour éviter la contamination. Mais ça, c'était il y a 10 jours. Depuis, aucun bovin n'est tombé malade. On écoute l'éleveur de Savoie. L'idée principale, c'est de sauver le troupeau, clairement, parce que moi, je me suis pas installé en tant qu'éleveur pour voir partir son troupeau qui n'a pas signé clinique d'abattement, pour pas le voir partir à l'abattoir. Donc l'idée principale, elle est là. Ensuite, on est là, on essaye de tenir le coup jusqu'à la fin de l'incubation face au service de l'État pour prouver qu'il y a peut-être un autre moyen de procéder et non pas d'euthanasier un lot complet pour un seul cas confirmé. La Confédération paysanne et la coordination rurale soutiennent la démarche de l'éleveur. Les syndicats réclament un délai supplémentaire de 15 jours pour observer l'évolution de la santé des bêtes avant toute décision. Ils attendent aussi impatiemment les premiers vaccins qui devraient arriver dans moins d'une semaine. Mais 2 nouveaux cas sont confirmés. L'éleveur qui a repris l'exploitation familiale il y a à peine 3 ans doit se résoudre à abandonner la lutte. L'abattage du troupeau est pour aujourd'hui. Pour éviter tout débordement, des dizaines de gendarmes ont été déployés. Est-ce qu'on a le droit d'aller un petit peu plus loin là ? Non. Donc vous êtes là pour empêcher les gens d'entrer ? Exactement. Oui. Ok, très bien. Pierre-Jean, sa compagne et ses parents ne voulaient pas assister à l'anéantissement de leur troupeau. Seuls quelques membres de la famille sont là, la mort dans l'âme. Vous avez beaucoup de colère. Je suis très en colère. Tu parles des bêtes, celles qui sont abîmées, d'accord, boum, boum. Je sais pas ce qu'ils font penser. Gérard, l'oncle de Pierre-Jean, nous emmène plus haut, assister à la scène.
Pierre-Jean, pour l'instant, je discute pas beaucoup avec lui parce qu'il n'a pas envie, quoi. Il est dans le... Dans la souffrance. Ouais. Regardez ça. En temps normal, vous avez enfin, ces vaches sont un peu partout par là. Excusez-moi. Là, ça va être le désert, là. C'est terrible. 3 générations de sélection, là, qui sont bons. Là, c'est calé en fumée parce qu'on va les incinérer, quoi. Ces pauvres bêtes. Elles n'ont rien demandé. Je sais pas s'ils s'en remettront. À l'intérieur, les mises à mort s'enchaînent. Christian Convert, syndicaliste et éleveur, a tenu à rester. Sorti respirer un peu, il craque. C'est inhumain ce qui se passe. Les éleveurs, ils ne peuvent pas assumer ça. Ils pleurent tous la mesure que les bêtes tombent. Il faudra des heures pour mettre à mort la centaine de vaches de Pierre-Jean Duchesne. L'épicentre de la maladie est devenu une zone sinistrée. Dans l'épicentre de l'épidémie, les pâturages sont vides. Le dernier troupeau a été abattu la veille. Pierre-Jean Duchesne nous ouvre les portes de son étable, aujourd'hui silencieuse. Ça, c'est tout ce qui reste de nos vaches. Donc, c'est les colliers qu'elles avaient. Là, voilà, c'est tout ce qui reste de ours, de jatte, de raclette. Enfin, voilà, c'est toutes ces vaches. Quand je vois ces numéros, moi, ça me fend le cœur. Et ouais, c'est très dur de voir ça, ouais. C'est très dur. Moi, je vous avoue, je suis vide aujourd'hui. J'ai même pas versé une seule larme le jour où c'est arrivé. En fait, je réalise pas, quoi. J'arrive tout simplement pas à réaliser. Tout ce que je vois aujourd'hui, c'est des bâtiments vides. Mais j'arrive encore pas à réaliser ce qui m'arrive réellement. J'ai l'impression d'être dans un cauchemar, je me réveille, donc je vais m'assurer que les vaches soient plus là. Et tous les matins, effectivement, elles sont plus là. Et ouais, c'est un deuil qui va être long à porter et une étape qui va être très compliquée à surmonter, ouais. Ça, c'est sûr. Pierre-Jean sera indemnisé pour la perte de son troupeau. Mais il faut tout reprendre à zéro. L'éleveur de 28 ans n'est pas sûr de continuer. C'est le travail de toute une vie qui peut disparaître. Parce qu'il faut savoir que quand un troupeau est abattu, il ne suffit pas d'en racheter, même si les agriculteurs sont indemnisés. Allez, il y a 100 vaches à racheter, je vais les retrouver chez d'autres collègues en France. Terminé, ça n'existe plus. C'est des animaux qui sont issus de lignées depuis 1929, de père en fils. Il nous faut 2 générations pour avoir des troupeaux de haut niveau. Un animal, c'est pas rien qu'un animal, c'est toute une génétique derrière. Et donc il y a tout un patrimoine en fait familial en fait qui va s'en aller. C'est un travail de génération, de plusieurs générations qui s'en va. Moi, c'est Armand Duchesne. Je suis agriculteur à Cessan. J'ai mon fils qui s'est installé avec nous il y a 3 ans en arrière. Et puis voilà, ça nous arrive une grosse tuile. Là. Votre père et votre grand-père étaient agriculteurs comme vous? Ah oui, bien sûr, oui. Depuis l'arrière-grand-père, donc Pierre-Jean, c'est la 5e génération. Depuis qu'ils se tiennent debout, les enfants, ils sont toujours avec nous à la ferme, avec les animaux, dans les tracteurs. Je suis né là-dedans, tout simplement. J'ai vu mes parents travailler avec leurs animaux depuis que je suis tout petit. J'ai toujours été dans les pattes de mon père, on va dire, dans les tracteurs ou au cul des vaches, comme on dit un peu vulgairement dans le métier. J'ai assisté ma mère à la traite depuis que j'ai été assez grand pour pouvoir brancher une vache. Et c'est de là qu'est née la passion des animaux, du travail bien fait, de l'entretien de la terre. Moi, je suis installé à 3 ans, on a modernisé le bâtiment, agrandi, tout ça. On a augmenté le troupeau, enfin tout se portait bien, on faisait du lait. On s'est tous un petit peu fait peur au
début avec les emprunts parce qu'on n'avait pas forcément le niveau suffisant. Puis comme on a vu en à peine un an qu'on arrivait à bien augmenter la production, que tout roulait bien, on envisageait déjà des nouveaux projets. Tout ça, c'est tout tombé à l'eau et c'est là qu'on se rend compte aujourd'hui que malgré la dureté de ce métier, on était plutôt bien. On était heureux au milieu de nos animaux et puis les projets qu'on avait démontraient l'ambition qui en découlait. Et puis là, c'est tout qui s'arrête d'un coup, quoi. Un abattage total n'apporte aucunement plus de résultats en termes d'éradication d'une maladie qu'un abattage sélectif. Ces bêtes-là, il faut aller les racheter ailleurs. Celui qui perd la totalité de son troupeau, il n'aura plus de rentrée d'argent au niveau suffisant pendant au moins une période de 2 à 3 ans. Et il prévient, ces abattages auront des répercussions sur toute la filière fromagère savoyarde. Un danger donc pour la tome, la raclette ou encore le reblochon. En tant que fils d'agriculteur et père d'agriculteur, qu'est-ce que ça fait cette épreuve de perdre tout votre troupeau? Ouais, il n'y a pas de mots, c'est un crève-cœur, ouais, c'est pas possible qu'on puisse arriver à des situations comme ça. Ouais. Ouais, c'est vraiment, j'ai pas de mots pour vous expliquer. Un troupeau qui allait bien et tout, ça va être difficile de retrouver ce rythme de croisière qu'on avait là. Et Pierre-Jean, vous comptez reprendre une exploitation, ne pas arrêter de travailler malgré cette épreuve? Déjà, moi, j'ai pas le choix parce que j'ai 600 000 euros d'emprunt, donc il va falloir les payer. Moi, j'ai quand même envie de repartir parce que bon, je pense qu'il faut rebondir. Et puis la passion, elle reste quand même malgré tout. Moi, ma salariée m'a officiellement dit qu'elle arrêtait par dégoût. C'est toutes ces épreuves dans l'épreuve qui font que ça va être encore plus difficile qu'on pensait au début. Et vous pensez que c'était pas la décision adéquate de la part de l'Académie des vétérinaires? Moi, je suis persuadé qu'il y aurait moyen de sauver une grosse partie des animaux, des vaches, de maintenir une partie de notre production et de réintégrer des vaches vaccinées et qu'on aurait pu s'en remettre comme ça, voilà, comme le paysan est capable de faire. Chaque paysan est capable de s'adapter à toute situation. Mais bon, on nous a pas laissé le choix et moi, je passais plus de temps pour elles et j'étais plus inquiet pour leur santé que pour la mienne. Donc évidemment, se les voir enlever comme ça pour une décision du sommet de l'État par des gens qui savent peut-être même pas à quoi ressemble une vache. Quand vous avez appris que votre fils a été convoqué par la gendarmerie, alors qu'on suppose que c'est pas un délinquant, enfin en tout cas vous l'avez pas élevé comme ça, quoi. La gendarmerie est venue m'auditionner dimanche dernier, plus de 2 heures, prise d'empreinte, photo contre le mur. Et ils m'ont dit que j'encourais 6 mois de prison et 15 000 euros d'amende pour l'entrave des agents de la fonction de protection des populations des animaux et des végétaux. Donc l'affaire est entre les mains du procureur, c'est lui qui décidera de la suite. Mais voilà, on voit bien qu'on nous parle de soutien psychologique, mais en fait, pour notre part, c'était un acharnement plutôt qu'un soutien. Et tout est mis en place par l'État pour nous faire baisser les bras et nous enfoncer un peu plus, jusqu'à ce qu'on abdique totalement. Bah oui, non, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est très difficile de se battre contre l'État ou contre l'administration. Hein. Bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est le pot de terre contre le pot de fer. Le problème, c'est pas la maladie, là, c'est les mesures, l'acharnement de l'État et les mesures de l'État sont trop disproportionnées à nos yeux, quoi. Vous arrivez à trouver le sommeil dans cette épreuve? Je trouve le sommeil avec des cachets, oui, c'est compliqué. Oui. C'est difficile de trouver le sommeil. Pour ma part, moi, j'ai cet acharnement, je l'ai assez dit. C'est tellement énergivore qu'on s'endort, mais c'est pas un sommeil reposant, quoi. On se réveille le matin aussi fatigué qu'on s'est couché et en se demandant comment bien pouvoir sortir de cette histoire, quoi. Alors nous, on nous a dit que le fait qu'il n'y ait plus de vaches dans les prés, ça va poser des problèmes puisque l'herbe va pousser et du coup ça va faire un champ de friche. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ça? Ah bah oui, parce qu'il y a certains secteurs, là on est quand même dans une partie un peu de moyenne montagne où il y a des pentes assez élevées dans les champs et c'est pas accessible avec des outils. Donc après, ce qui prend le dessus, c'est en premier les ronces par-dessus l'herbe et après le bois, enfin les arbres, tout ce qui est en lien avec les arbres. Et c'est sûr qu'après, pour l'entretien des champs, sans vaches, ça va être compliqué. Ouais. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de rebondir, de prouver déjà à l'État que malgré ce qu'ils sont capables de nous mettre sur le dos et de s'acharner sur nous, qu'on est plus fort qu'eux, qu'on s'en remettra. Vous voudrez que l'État soit en appui de votre métier qui est déjà difficile, et là, c'est l'inverse que vous constatez, c'est ça? En fait, déjà, s'ils nous foutaient la paix, ça serait déjà bien. Moi, j'ai vraiment le sentiment, du haut de mes 28 ans, qu'il n'y a pas vraiment d'avenir pour ce métier en France, quoi. Dans ma tête, j'ai encore le bruit, j'ai encore les images des vaches au Canada. J'ai encore l'image là en tête, toutes les vaches alignées le matin quand on est parti là. Les ventilateurs dans l'écurie, les extracteurs pour les veaux, les tracteurs pour faire la mélangeuse. Enfin voilà, le monde qui s'agitait autour pour soigner les veaux, pour tout faire. Tout ça, aujourd'hui il n'y a plus rien. Tout ce qu'on entend c'est quelques oiseaux et puis le silence qui est pesant et lourd.
Aujourd'hui, on va dire qu'on en est à plus de 15 jours après la vaccination, bientôt 3 semaines, donc presque au bout du délai, sachant que cette maladie a commencé aujourd'hui il y a plus d'un mois. On en est pratiquement à 2000 bêtes abattues. Et aujourd'hui, on va dire que ce qui vraiment met en colère les agriculteurs, c'est qu'on continue d'abattre les troupeaux qui ont été vaccinés voilà, il y a 15 jours. On est le seul pays à faire ça. La Suisse à côté, qui est concernée parce qu'elle est dans le même périmètre, là-bas, plus que les animaux qui sont malades, une fois que les troupeaux sont vaccinés. L'Italie fait de même. Il faut croire que la France est plus riche que les autres pour se permettre de faire ça et continuer de massacrer les troupeaux. Donc les éleveurs sont plus du tout d'accord avec ça et on revendique d'avoir le même protocole que les autres. Là, c'est plus que de la destruction qu'on ne comprend pas. Mathieu Mélan, agriculteur genevois, est en alpage sur le Salève. Depuis le début de la crise, il attend la vaccination de son troupeau. Et pour l'instant, sa seule arme, c'est de l'anti-moustique. Vous pensez que c'est efficace, ça? Alors, vraisemblablement, ça l'est. Après, je pense que c'est vrai que c'est des produits qui, normalement, sont plutôt faits pour le confort des animaux que pour lutter contre un virus. Hein. Mais ça a un effet répulsif, donc fatalement, ça va limiter la pression des insectes. Mathieu est aussi à l'affût du moindre symptôme. On tâte les oreilles, on tâte les extrémités, on se rend compte si elles sont froides, si elles sont extrêmement chaudes. C'est que souvent il a de la fièvre. Et puis un état d'abattement qui est un peu comme quand vous avez un enfant qui a de la fièvre. On le voit, il a les yeux qui brillent, voilà. Elles vont bien, vos vaches? Elles vont bien, ouais. Le traitement terminé, il est bien obligé de laisser sortir ses vaches. Direction le pâturage, non sans inquiétude. Donc la zone de l'épidémie, c'est là-bas? Voilà, ouais. C'est depuis, on va dire, derrière le Salève, jusqu'effectivement sur les bords du lac d'Annecy, qui est là en face. Et puis les cas du côté de Rumi, entre lacs, c'est plus dans le prolongement du massif. Mais ça paraît tout près, là. Hein. Ça paraît tout près. Alors on relativise en se disant que à vol de mouche, c'est pas si près que ça. Mais effectivement, vu d'ici, on surveille ça depuis en haut. On a l'impression que c'est très proche. Les vaches de Mathieu seront vaccinées le lendemain de ce tournage. Aux dernières nouvelles, aucune de ces bêtes n'a été infectée. Cybèle, Enza, Cyrna, Prisa et Betty, 5 bufflonnes genevoises, sont parmi les dernières vaches du canton à devoir être vaccinées. Betty, c'est bon. Betty. En une semaine, Chloé Maguisson a vacciné près de 900 bêtes. C'est plus rapide que prévu. Voilà, Prisa, c'est bon. Seulement 5 injections à faire, mais avec des animaux de cette taille, l'opération n'est pas forcément simple. Une des bufflonnes est un peu récalcitrante. Le parc est remonté rapidement. Et ça y est, la dernière injection est faite. Le bouclier vaccinal est en place. Lara Graff, l'éleveuse, peut souffler. Ce qui nous a été annoncé, c'est que s'il y a des cas qui ont été vaccinés, qui tombent malades, ils seront mis à mort automatiquement. Mais par contre, le reste du troupeau sera sauvegardé. Donc c'est quand même un soulagement de se dire qu'on va probablement éviter une mise à mort complète des troupeaux comme il se passe chez nos voisins. Pour l'instant, on est sur les 2 départements savoyards. Heureusement, pourvu que ça reste à ce niveau-là. Mais je pense que tout le monde se fait du souci dans les autres départements d'élevage notamment. Cette maladie, elle est contenue, on espère qu'elle va être contenue prochainement pour cette année. Mais ça va faire comme la FCO, l'année prochaine, ça va certainement continuer, se mettre dans d'autres départements. Donc ce protocole d'abattage total n'est pas tenable, n'est vraiment pas tenable, ni pour les éleveurs, ni financièrement pour l'État. La maladie, donc d'après les éléments qu'on avait au départ, qui ont fait vraiment peur à tous les éleveurs, c'était que ça pouvait se transmettre d'une bête à l'autre. En fait, c'est pas le cas. Ça ne se transmet d'une bête à l'autre que par un insecte piqueur. Un temps ou une mouche qui pique un animal dans l'heure qui suit. Donc ça aurait permis de garder, effectivement, en gardant les troupeaux, de voir exactement l'évolution d'un troupeau vacciné ou d'un troupeau non vacciné, comment la maladie évolue au bout d'un mois, parce qu'en fait les pertes sont totalement minimes, elles ne sont pas du tout de l'ordre de ce qu'on nous disait. Bon, il y a beaucoup de troupeaux où il n'y a eu aucun animal de mort, même avec un animal qui était malade, mais les animaux ne sont pas morts à chaque fois. Voilà, donc très peu d'animaux touchés, les troupeaux en bonne santé en fait résistent très bien. On se demande qu'est-ce que c'est que ces protocoles. On va dire
Depuis le départ, on demande de respecter le texte européen. Là, on va au-delà du texte européen. On pense que l'abattage, aujourd'hui, c'est plus syndicalement, c'est scientifiquement prouvé. Voilà, on a bon nombre de scientifiques qui sont sur nos positions, qui disent que de toute façon, l'abattage total n'apporte rien en termes d'efficacité par rapport à l'abattage partiel. On aurait dû, c'est ce que les vétérinaires demandaient, on aurait dû garder des troupeaux pour exactement mener l'étude en France par rapport à cette évolution, voir comment les bêtes réagissent, comment les bêtes s'auto-immunisent. En fait, on va finir la maladie avec aucun élément supplémentaire que ce qu'on a aujourd'hui des pays africains. C'est totalement inadmissible par rapport à la recherche française. Les conséquences aujourd'hui, elles sont dramatiques à ce stade, puisque effectivement, des bâtiments vides, des problèmes de nettoyage, ils ne savent pas dans quel délai ils pourront réintégrer des animaux. On parle d'au moins 2 mois. Donc ça veut dire que les premiers animaux devraient pouvoir réintégrer juste avant l'hiver. Est-ce que c'est des animaux qui devront être vaccinés? Toutes ces choses-là ne sont pas calées aujourd'hui. Voilà, ce qu'on va dire, c'est que tout l'aspect financier et indemnisation, on espère une chose, c'est qu'ils seront autant entreprenants pour indemniser qu'ils seront entreprenants pour abattre. On a fait bien sûr une cagnotte pour les... c'est même pas vraiment pour les éleveurs, c'est pour tout l'aspect juridique, parce que de toute façon, on va continuer les procédures là-dessus. Puisque on n'y arrive pas par le dialogue, donc il faudra essayer par les procédures. Voilà, on veut bien sûr y arriver quand même à la fin, de faire évoluer. C'est pas possible, cette législation ne tient pas debout. On est par rapport à une législation qui serait sur une maladie transmissible à l'homme, c'est pas le cas du tout. Donc c'est surtout à ce niveau-là qu'il y a des choses à faire. Et en accord avec les instances européennes, le gouvernement français, une fois de plus, est allé beaucoup trop loin.